Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 241e briefing. Voilà, donc le briefing du lundi, qui est donc, comme vous le savez, consacré exclusivement à la situation internationale et plus particulièrement à la diplomatie et tout ce qui entoure la résolution que nous espérons tous possible du conflit russo-ukrainien. Alors aujourd'hui, on va avoir notre spécialiste Arnaud, sans Igor qui m'a-t-on dit du côté de la Vendée, peut-être au Puy du Fou, je ne sais pas, mais ou peut-être pour des choses plus sérieuses que j'imagine plus volontiers. Voilà, donc Arnaud va se charger tout seul de ça, nous lui faisons parfaitement confiance et il sera comme toujours brillantissime. Arnaud, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Avec aujourd'hui une question centrale. Assiste-t-on, après l'esquisse de détente entre la Russie et les États-Unis, à un nouveau coup de froid entre les deux pays? En tout cas, ces derniers jours ont été marqués par une nette crispation dans le dialogue à peine renaissant entre Moscou et Washington. J'en veux pour preuve tout d'abord les déclarations faites par Vladimir Poutine dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire juste après notre dernier briefing, lors d'une visite dans la région de Mourmansk, et plus précisément lors d'une visite à bord d'un sous-marin nucléaire, Arkhangelsk. Le président russe a nettement durci le ton sur l'Ukraine, disant entre autres aux marins je cite, avec lequel il buvait du thé, je cite, j'ai dit très récemment que nous allions les pressurer, mais il y a des raisons de penser que nous allons les achever, en parlant bien évidemment des forces ukrainiennes. Un changement de ton qui a été relayé dans la foulée, c'est logique, par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré vendredi que la Russie se réservait le droit de riposter à ce qu'elle présente comme des violations répétées du moratoire sur les frappes visant les infrastructures énergétiques. Autre commentaire dans le même sens, dans les heures qui ont suivi, donc toujours dans cette journée de vendredi dernier, un commentaire de la part du sénateur Karasin, qui, je le rappelle, co-dirigeait la délégation russe à Riyad la semaine dernière. Il a, lui, ajouté que des développements positifs pourraient se produire, je cite, peut-être, pas cette année, ou alors à la fin de l'année. Alors, cette évolution a été à l'évidence peu appréciée par Donald Trump. Là encore, je vais citer euh, longuement le président américain. Si la Russie et moi ne sommes pas capables de parvenir à un accord pour mettre un terme au bain de sang en Ukraine, et que je pense que c'est la faute de la Russie, j'imposerai des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie. Il a évoqué une taxe à 25%. Cette déclaration a été faite à la chaîne NBC, toujours à NBC, et plus précisément à la journaliste Kristen Welker. Il a dit être énervé, furieux contre Poutine, à la suite de déclarations du président russe mettant en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky, et d'ajouter qu'il y avait, encore une fois, je cite, une deadline psychologique pour un cessez-le-feu en Ukraine, ce qui veut dire que il espère que ça ne va pas durer des mois et des mois. Alors, quelle pourrait être cette deadline psychologique? Nul n'est dans le cerveau de Donald Trump. Certains disaient jusqu'à une date récente, le 20 avril, Pâques. C'est dans 3 semaines, ça paraît court. D'autres, comme l'excellent Andrei Kortunov, le directeur scientifique du Fonds russe pour les affaires internationales, que nous citons dans notre revue spécialisée diplomatie, réservée aux membres de la Chambre de commerce, lui parle peut-être du Forum de Saint-Pétersbourg. Bon, en tout cas, c'est probablement dans l'esprit de Trump avant l'été et non pas à Noël. Euh, mais doit-on pour autant conclure qu'un point de rupture a été atteint, que le processus initié depuis quelques semaines est remis en cause? De mon point de vue, non, car il n'y a par ailleurs aucune amélioration dans les relations entre Washington et Kiev, pas plus d'ailleurs qu'entre Washington, Bruxelles et les autres capitales européennes. S'exprimant hier soir
à bord de l'avion présidentiel Air Force One à propos du président ukrainien. Donald Trump a par exemple déclaré, je cite à nouveau, je vois qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares et s'il le fait, il aura des problèmes, de gros, gros problèmes. Le président des États-Unis a également répété que l'Ukraine ne serait jamais acceptée dans l'OTAN, malgré le souhait de Volodymyr Zelensky. Encore une citation, il veut devenir membre de l'OTAN, eh bien il ne sera jamais membre de l'OTAN, il le comprend, donc il cherche à renégocier l'accord. On a connu tonalité plus positive, même si on a connu aussi, il n'y a pas si longtemps, des orages plus négatifs. Mais enfin, on voit que euh, les, le trouble, le début d'hésitation ou d'irritation chez Trump à l'égard ne profite pas pour l'instant à l'Ukraine. En ce qui concerne l'Europe, l'Europe de l'Ouest, il n'a pas échappé au Kremlin que la réunion de Paris, dont on a parlé lors du dernier briefing, réunion de jeudi dernier consacrée notamment à la mise en place d'une force de réassurance sur l'Ukraine, eh bien, qu'elle a accouché d'une souris. Et je vais faire ce que je fais rarement, je vais conseiller la lecture d'un article du Monde sur le sujet publié le week-end dernier, qui revient très en détail sur le déroulement de ce sommet et sur l'échec finalement des initiatives franco-britanniques, en tout cas à ce stade. Euh, Par ailleurs, le Kremlin a de bonnes raisons de croire que le refus prévisible de Bruxelles de lever les sanctions visant Rossel-Rosbank en contrepartie de la réactivation de l'accord sur la mer Noire, eh bien, nourrira certains griefs américains. Par ailleurs, il me semble, en tout cas, que les démarches du Premier ministre britannique Starmer, ainsi que celles du président finlandais Stubb, qui a joué hier très longuement au golf en Floride avec Donald Trump, démarche qui vise à ramener le président américain à finalement des positions plus proches de celles qui étaient celles de l'administration Biden. Eh bien, ces démarches ne semblent pas inquiéter, à ce stade en tout cas, le Kremlin. À noter que M. Macron, le président français, n'a pas entrepris Trump sur la diplomatie française semblant plutôt se concentrer sur la Chine qu'elle essaie de convaincre de bouger dans son soutien à la Russie. Il y a eu en fin de semaine dernière une visite de M. Jean-Noël Barrot à Pékin sans résultat visible à ce stade. Mais une fois tout ça posé, il est assez remarquable de mon point de vue que chaque fois que Trump fait une déclaration assez dure sur la Russie, plus d'ailleurs que sur son président, il s'efforce dans la foulée d'en atténuer la portée. Le 24 mars, c'est-à-dire lundi dernier, dans la soirée, heure américaine, il avait admis du bout des lèvres que Vladimir Poutine cherchait peut-être à faire traîner les choses, avant de rappeler qu'il avait eu recours à des pratiques similaires en affaires, à New York notamment. Et hier soir, en rentrant à Washington, Donald Trump a déclaré ne pas croire que Poutine, je cite, allait revenir sur sa parole. En d'autres termes, le crédit de confiance du président russe n'est pas épuisé euh, en ce qui concerne Trump, et les deux hommes devraient de nouveau se parler dans les prochains jours. En tout cas, ça a été annoncé euh, côté américain. Alors, si l'on se replace maintenant du côté du président russe, du point de vue de Vladimir Poutine, il doit, pour reprendre l'expression d'un ancien ambassadeur de France à Moscou, avec qui j'ai conversé ce week-end, il doit barrer serré. C'est-à-dire ne pas renoncer évidemment à ses objectifs, qui sont loin d'être atteints sur le terrain, et alors même que la dynamique est favorable à Moscou, mais ne pas compromettre non plus le dialogue avec Trump, parce que, au fond, personne au sein de l'élite russe ne lui pardonnerait d'avoir gâché une telle occasion. Alors, à quoi peut-on s'attendre à court terme? De mon point de vue, à un ton un peu plus conciliant au cours des prochains jours, après la douche froide de Mourmansk. Ce matin, par exemple, M. Kirill Dmitriev, dont on connaît le rôle dans les discussions d'affaires avec M. Witkoff, avec la délégation américaine, M. Dmitriev a déclaré que des discussions étaient en cours sur les terres rares, un sujet dont on sait qu'il intéresse au plus haut point Donald Trump. On peut penser que le Kremlin tente et va continuer dans les semaines à venir de conclure
un deal avec Donald Trump, mais on doute, et il faut le souligner, de plus en plus à Moscou de la capacité de la Maison-Blanche à tordre le bras de Zelensky et à entraîner l'Union européenne sur cette voie. Mais pour autant, les déclarations les plus récentes du Kremlin, de M. Peskov en l'espèce, il y a une heure, soulignent que dans le dossier de l'accord sur la mer Noire, les choses ne sont pas terminées. En d'autres termes, le fait que les États-Unis n'aient pas obtenu des Européens une levée des sanctions sur cette banque ne semble pas avoir clos ce dossier. Mais probablement, le Kremlin garde-t-il un autre fer au feu, hein, de façon classique et prévisible, une sorte de plan B, et le plan B, il est, je pense, militaire. Il s'agirait d'une offensive de printemps dont on parle beaucoup dans la presse occidentale, de profiter d'un différentiel croissant entre l'armée russe et celle de Kiev, qui est qui s'esquisse, qui est de plus en plus visible. En tout cas, ce n'était pas arrivé depuis 2023. On peut penser donc que ce plan B privilégie l'option militaire afin d'aboutir probablement à l'automne ou à la fin de l'année à une forme de capitulation de l'Ukraine qui serait par ricochet également celle de Bruxelles. Alors ce scénario est-il inéluctable? L'une des leçons de ce qui s'est passé depuis 3 ans en Ukraine, c'est que rien n'est écrit d'avance en réalité. Nul ne saurait exclure un revirement de l'administration Trump ou de M. Trump en particulier, à l'égard de Poutine par exemple. Nul ne saurait exclure qu'une nouvelle fois les capacités offensives de l'armée russe fassent preuve de leurs limites, ou même qu'un événement imprévu de première ampleur surgisse et infléchisse le cours de la crise. Mais, et ce sera ma conclusion, le champ des possibles se rétrécit chaque jour en Ukraine et pour l'Ukraine. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Bien, bah, c'est déjà beaucoup de choses. Alors, on a un certain nombre de questions. Un point technique, qu'est-ce que sont que les droits de douane secondaires? J'imagine c'est Alors, en je ne suis pas plus des sûr droits que d'or ordinaires, c'est ça? Je pense qu'il voulait parler de sanctions secondaires. Mais encore une fois, je ne suis pas dans l'esprit de Trump. Mais l'idée, c'est de... Parce que, si vous voulez, les droits de douane, c'est bien gentil, si j'ose dire, mais les Américains n'importent plus de pétrole russe et ont un flux d'affaires des plus limités avec la Russie. Donc, la situation n'est pas du tout comparable et les États-Unis n'ont pas du tout les mêmes leviers dont ils disposent, par exemple, vis-à-vis des importations mexicaines, canadiennes, européennes ou chinoises. Donc, je pense que l'idée de Trump, c'est de faire pression sur les acheteurs de pétrole russe, euh, l'Inde, la Chine qui d'ores et déjà a réagi, hein. Elle a dit que les éventuelles mesures nouvelles annoncées par l'administration Trump ne la dissuaderaient pas d'acheter du pétrole russe. Donc, je pense que c'est plutôt ça, c'est une approximation de langage plus qu'autre chose. D'accord. On nous pose une autre question. Pourquoi les attaques de Vladimir Poutine sur la légitimité de Zelensky touchent autant Trump, qui ne semble pas porter Zelensky dans son cœur? Bonne question. Non, à l'évidence, Trump ne porte pas Zelensky dans son cœur. Mais peut-être qu'il comprend que c'est une manœuvre dilatoire, ou en tout cas que toute discussion autour d'une élection en Ukraine reporterait de fait le cessez-le-feu à l'automne, voire à la fin de l'année. Et à l'évidence, Trump ne veut aller plus vite que ça. Je, voilà, je pense que c'est ça l'explication. Alors justement, je pensais sur la même thématique. On nous dit, on parle de la nécessité pour Trump d'obtenir des résultats dans les 100 premiers jours de son mandat, qui le rend très nerveux. Quelle est donc la réalité de la volonté de Trump d'un accord de paix ou une simple esbrouffe? Non, Trump a engagé sa parole, a engagé du capital politique, et ce serait un échec si ce qui a été initié n'aboutissait à rien. Alors, Poutine le comprend, et il va chercher évidemment à utiliser ça pour demander plus, essayer d'obtenir plus. Mais d'un autre côté, Trump comprend, je pense, et ses équipes en tout cas le comprennent, que Poutine, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne peut pas en réalité se permettre un échec du processus de normalisation bilatérale. Donc on est dans une phase de négociation, tout ça
est tout sauf étonnant en réalité. Il y aura d'autres péripéties dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, on demande aussi, les Russes pourraient vendre des terres rares aux Américains plutôt qu'aux Chinois. Alors, il me semble que les Chinois sont déjà très riches en terres rares. Ils doivent avoir, si je ne m'abuse, 70% des ressources mondiales. Voilà. Et surtout, je pense que c'est eux qui maîtrisent la transformation de ces terres. Donc, je ne sais pas très bien d'où vient cette question. Non, c'est une vraie question. Encore une fois, la Russie, il y a déjà quelques semaines, ayant pris la mesure de l'intérêt de l'administration Trump pour les terres rares en général et pour des propositions faites à l'Ukraine, Ukraine qui d'ailleurs, je le souligne, hein, c'est peu connu, mais était déjà en accord avec l'Union européenne, avec la France en particulier. Eh bien, la Russie a mis sur la table, par le biais de Kirill dont on parlait, une ouverture. Voilà. Mais écoutez, nous, on a des terres rares, ce qui est vrai. La Russie a beaucoup plus de terres rares que l'Ukraine. Elle ne s'en sert pratiquement pas. L'Observatoire a eu des discussions sur le sujet il y a quelque temps avec des économistes russes qui disaient que à peine 5%, la demande représentait à peine 5% en Russie. En d'autres termes, l'industrie russe, il n'y a pas vraiment besoin, au-delà de secteurs militaires très précis et qui sont dans des circuits pas vraiment commerciaux, eh bien, l'exploitation des terres rares n'est pas intéressante aujourd'hui commercialement pour les groupes miniers privés, parce qu'en Russie, les groupes miniers appartiennent pour l'essentiel à des oligarques privés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande. L'industrie russe, à son stade de développement actuel, n'a pas de demande, n'a pas la même demande que l'industrie chinoise ou l'industrie européenne ou américaine. Et par ailleurs, il y a des doutes sur la capacité effectivement à l'exploiter. Donc, très habilement, la Russie propose aux États-Unis, en fait, d'abord se propose de doubler l'Ukraine et de mettre sur la table quelque chose qui pourrait être, pense-t-elle, plus intéressant pour les États-Unis que de collaborer avec l'Ukraine sur le sujet. Et en théorie, c'est possible. Encore une fois, il y a plus de terres rares en Russie. La Russie, à l'évidence, est prête à faire cette ouverture. On verra si ça intéresse les États-Unis. Le Kremlin semble penser. Là, on parle bien des terres rares en général, donc y compris Oui, oui, celles, absolument. on ne parle pas de celles qui sont potentiellement dans le temps de base. Oui, absolument. Là, on parle je veux dire, de la Russie internationalement reconnue, voilà. Très bien. Oural, Alors, Sibérie, péninsule de Kola à Mourmansk avec du lithium, etc., etc. c'est pas directement lié, mais enfin quand même, on nous parle d'une vidéo, alors qu'on a dû essayer de nous passer, mais que je ne peux avoir, qui vient de LCI, donc à prendre avec des pincettes, comme dit l'auditeur. Et apparemment, c'est une vidéo qui montrerait une chasse aux Russes en Estonie. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose ou est-ce que c'est Alors, simple? je n'ai pas vu cette vidéo. En revanche, pour rebondir sur la thématique des pays baltes, des Russes, certains observateurs relèvent que depuis quelques jours, la Russie parle à nouveau de la protection des compatriotes dans les pays baltes. Euh, donc voilà, c'est assez intriguant, c'est assez prévisible, mais tout ça dans un calendrier très particulier, encore une fois, avec un conflit ukrainien en cours, avec des garanties américaines qui semblent de plus en plus incertaines. Et là, on entend une petite musique encore assez douce, hein, enfin, mais qui monte quand même depuis quelques jours à Moscou sur un sujet qui était sous le boisseau depuis quelque temps. Oui, parce qu'en fait, comment, un des sujets avancés depuis longtemps par les pays baltes et même les Finlandais, des choses comme ça, c'était dire que la Russie pourrait volontiers prétexter du mauvais sort fait aux minorités russophones de ces pays pour en prendre le prétexte pour les envahir ou les circonvenir en tout cas. Donc Oui, est-ce que c'est ça oui. cette petite musique? Et est-ce qu'on va pas se dire est-ce que c'est pas justement des coups montés, enfin des choses qui se font pour justifier d'une intervention? Alors, on n'en est pas là. D'abord, là, aujourd'hui, l'armée russe est occupée ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lire ce week-end dans le Financial Times, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que les Baltes, finalement,
Comme d'ailleurs, il y a quelque temps, un ancien responsable du renseignement allemand disait en substance avoir intérêt à ce que la guerre dure, en tout cas ne pas avoir intérêt à ce que la guerre en Ukraine s'arrête aujourd'hui, parce que ça autoriserait un redéploiement de l'armée russe, peut-être aux frontières de l'Estonie ou la Lettonie. On en est là. Effectivement inquiétant, je pense que ça inquiète beaucoup de monde. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'ai une question, alors je ne sais pas si c'est pas tout à fait dans le même domaine, mais ça l'est dans le genre tentation de conquérir des territoires. C'est que pense-t-on de la visite de Vance au Groenland? Est-ce que c'est des résultats qui inquiètent ou qui rassurent les Russes? En tout cas, Vladimir Poutine s'est exprimé alors, depuis Mourmansk, hein, ou depuis la région de Mourmansk, en tout cas en fin de semaine, en expliquant qu'il fallait prendre très au sérieux les intentions américaines au Groenland. Mais pour en dire quoi? Parce que dans un premier temps, il y avait pas mal de messages et on comprend l'intérêt et enfin, ils avaient l'air à la fois de se désintéresser de la question et enfin, la réaction était un peu curieuse tout de même, non? Disons que d'un côté, toute annexion, velléité d'annexion américaine légitime quelque part les annexions russes. Enfin, je veux dire, ce qui, voilà, c'est. D'un autre côté, est-ce qu'un accroissement de la présence militaire américaine en Arctique est souhaitable? Sans doute pas, mais elle existe déjà au Groenland. Ça, il faut le dire et il faut le répéter. Et il n'y a rien de neuf sous le soleil. La présence américaine, elle existe indépendamment des, des déclarations, du sujet indépendance en réalité. Donc peut-être que l'analyse qui est faite en Russie, in fine, c'est que d'un point de vue opérationnel et stratégique, ça ne change pas grand-chose, puisque de fait, le Groenland est déjà dans la sphère d'intérêt, de sécurité des États-Unis. Merci beaucoup. On n'a pas plus de questions, donc on va arrêter là. Nous nous retrouvons jeudi à 17h30. Alors rappelez-vous, avec le décalage horaire, c'est un peu différent en France. Mais bon, je vois que nous avons nos auditeurs habituels en direct, donc qui ont visiblement tenu compte de cette nouveauté. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur YouTube. N'hésitez pas à partager à vos amis et connaissances ce canal pour qu'ils puissent bénéficier de ces éclairages sur l'actualité dont on sait qu'ils sont très appréciés par tout le monde. Donc, à jeudi prochain, 17h30. D'ici là, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.